Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cet atelier à l'occasion de cet événement Centre Info sur la formation professionnelle, 50 ans après la loi de l'or. Notre atelier portera sur l'action des cités des métiers, dispositifs d'orientation, en faveur de la formation professionnelle dans les différents contextes d'intervention, locaux, nationaux et à l'échelle européenne. Il s'agira également de mettre en perspective les enjeux et préconisations issus des pratiques de terrain des cités des métiers. Pour ce faire, nous avons réuni 5 intervenants, éminents représentants des cités des métiers, de leur réseau, que je remercie pour leur présence. En premier lieu, Olivia Ptito, directrice générale de Bruxelles Formation et présidente du réseau international des cités des métiers. Gemma Schreiki, directrice de la Cité des métiers de Genève. Olivier Lasvernias, professeur des universités en sciences de l'éducation à l'Université Paris-Nanterre, fondateur de la Cité des métiers de Paris et membre d'honneur du réseau international des cités des métiers. François Brézot, directeur général du GIP Paris et Charles de Gaulle Alliance, qui porte la Cité des métiers de Roissy, et président de l'association régionale des cités des métiers au niveau francilien. Et enfin, Benjamin Dumont, coordinateur du réseau international des cités des métiers. Pour animer les échanges, je serai votre intervenant, animateur, Raphaël Ricardou, directeur de la Cité des métiers de Paris, en charge du label Cité des métiers, qui est une marque propriété d'Universcience, et secrétaire général du réseau international des cités des métiers. Avant de lancer les échanges, quelques mots sur les cités des métiers. Aujourd'hui réparties dans 6 pays européens, des 26 cités des métiers réunies en réseau, proposent dans leur territoire un service d'information et de conseil sur les questions de vie professionnelle à tout âge de la vie, sans condition d'accès, gratuitement et pour tout public. La particularité est d'associer dans une même organisation une diversité d'acteurs, de l'orientation, de l'emploi, de la formation, de la création d'activités, qui ensemble mutualisent leurs ressources et expertises au service du public. Vous l'aurez compris, en ce temps, aujourd'hui, le positionnement des cités des métiers à l'échelle européenne constitue une forte plus-value, à la fois pour les territoires, mais aussi pour une réflexion partagée sur l'ensemble, effectivement, des enjeux de la formation professionnelle, notamment à la veille de la présidence française de l'Union européenne. Aujourd'hui, la question de la formation professionnelle soulève de très nombreux enjeux. Que nos intervenants vont pouvoir éclairer à travers leurs pratiques et retours d'expérience. J'en citerai quelques-uns très rapidement. La question des transitions écologiques et énergétiques, qui va soulever effectivement de nombreuses questions en termes de transition professionnelle et de formation. La question du numérique, qu'on appelle aussi la 4e révolution industrielle, qui interroge aujourd'hui la sécurisation des parcours et des compétences. Bien évidemment, l'évolution des compétences techniques, compétences transverses, compétences douces. Et puis, la multiplication et la diversification, la complexification des transitions professionnelles auxquelles sont confrontés aujourd'hui la plupart des salariés et des personnes en recherche sur leur vie professionnelle en termes d'évolution. Pour traiter ces quelques enjeux, je vais tout de suite lancer les échanges avec Olivier Lasvernias. Peut-être Olivier, sur ce premier temps de partage, quelle serait votre lecture et votre, j'allais dire, analyse de l'évolution de la formation professionnelle, aujourd'hui notamment en France avec la mise en place du compte personnel de formation, au regard là aussi de l'évolution, puisque c'est bien le thème de notre journée, l'évolution de la formation professionnelle 50 ans après la loi de l'or. Merci, merci Raphaël. Effectivement, la question de l'évolution de la formation professionnelle, elle peut être analysée sous le prisme du CPF, hein, du compte personnel de formation. On avait déjà dans la loi de l'or, évidemment, l'idée du droit individuel des personnes à se former. La loi de 2018 et puis les lois qui l'ont précédée ont affirmé de plus en plus la nécessité de rendre ce droit à la formation lisible par les personnes. Et un des éléments essentiels de la loi pour choisir son avenir professionnel est d'avoir réellement rendu beaucoup plus visible le compte personnel de formation. Ça rejoint une idée qu'on avait à mi-parcours, hein, les cités des métiers sont nées à mi-parcours. Là, on parle des 50 ans de la loi. Les cités des métiers ont une trentaine d'années presque. Et on était déjà dans cette question-là de savoir comment rendre vraiment lisible pour les personnes le droit à la formation. L'idée, c'est évidemment l'idée du décloisonnement, c'est-à-dire d'essayer de faire comprendre aux personnes
quels sont les dispositifs auxquels elles ont droit, quels sont les financements auxquels elles ont droit, quels sont les projets qu'elles peuvent espérer construire, et aussi quels sont les interlocuteurs qui peuvent les aider, et à quels besoins du système socio-économique elles peuvent prétendre répondre en quelque sorte. Cité des métiers, c'est l'idée de décloisonner ça et de le rendre le plus lisible, aussi bien pour les acteurs des territoires, en constituant des plateformes de coopération, des écosystèmes de coopération, mais aussi pour les personnes, en rendant vraiment plus compréhensible et lisible l'ensemble des acteurs qui sont à même de les aider. Je dirais qu'avec les cités des métiers, on était au milieu du gué. Je pense qu'on a un peu avancé avec le système du compte personnel de formation, même si en réalité, le système reste toujours extrêmement complexe. Et donc, la principale difficulté, c'est de faire comprendre aux personnes quelles sont réellement les possibilités de formation, au-delà simplement d'avoir une application dans leur poche et un bouton sur lequel elles peuvent appuyer, quoi. C'est pour ça que des lieux, alors on reparlera sans doute tout à l'heure du conseil en évolution professionnelle, on parlera de l'ensemble des acteurs qui peuvent aider dans ce domaine-là, mais effectivement, on est toujours conscient de l'énorme enjeu de la formation, on est toujours conscient de l'énorme enjeu de l'égalité d'accès à la formation, on est toujours conscient de l'énorme enjeu de faire comprendre, d'analyser puis de faire comprendre où sont les besoins de compétences, et c'est pour ça qu'on a besoin disons, d'éléments qui permettent d'agir à très court terme, comme le compte personnel de formation, puis l'appli CPF qui permet de trouver des solutions à court terme, mais on a aussi besoin d'acteurs structurants et de cadres de coopération, et c'est ça que représentent les cités des métiers. Merci beaucoup. Je crois que vous avez insisté sur cette dimension du droit individuel et la loi qui porte bien son nom, liberté de choisir son avenir professionnel. Donc on est bien sur le libre choix de l'individu. Pour autant, vous avez pointé la complexité du système et la difficulté de s'y repérer. Et pour exercer son libre choix et son droit individuel, peut-être effectivement des outils, des compétences et des modalités de conseil et d'information, comme vous l'avez soulevé, en cité des métiers, qui permettent finalement de rendre ce droit et cette liberté effective. Et je crois que c'est bien un des gros enjeux qui reste aujourd'hui à travailler, l'effectivité de ce droit individuel à la formation, qui par ailleurs est consacré aujourd'hui au niveau international. On parle de complexité du système. Olivia, peut-être dans le contexte de la formation professionnelle en Belgique, peut-être là aussi nous resituer quelles sont les modalités de mise en œuvre et peut-être aussi voir quels sont les éléments de complexité aussi pour les publics. Oui, merci beaucoup. Merci pour l'invitation, en effet, à partager cette expérience bruxelloise qui est, alors on le sait ou on ne le sait pas, mais donc évidemment au cœur de l'Europe, mais aussi au cœur de parfois des choses qui sont complexes, en tout cas présentées de manière complexe. Et donc, dans ce contexte qui, par essence, est un peu complexe institutionnellement, les cités des métiers, en tout cas la cité des métiers, parce qu'il n'y en a qu'une et on veut bien qu'il n'y en ait qu'une justement à Bruxelles, répond à cet enjeu de décloisonnement évoqué par Olivier Lasvernias, mais aussi de simplification et d'accessibilité de l'offre de formation. Donc, j'ai effectivement cette double casquette à la fois de gérer, donc d'être directrice générale de Bruxelles Formation, donc qui est le service public de formation à Bruxelles, formation des chercheurs d'emploi d'une part, donc inscrits auprès d'Actiris, donc l'équivalent de Pôle emploi en France. Et donc là, il y a vraiment un enjeu de rendre l'offre de formation la plus disponible, la plus lisible et la plus accessible possible pour un public qui est souvent éloigné justement du marché de l'emploi, qui a une caractéristique propre à une grande ville, à savoir 40% de personnes qui ont des diplômes étrangers non reconnus. Donc là aussi, c'est dire l'importance de l'enjeu du développement des compétences et de la reconnaissance, la validation, la valorisation des compétences de ces personnes, parce que souvent, très souvent, elles en ont, évidemment. Et donc là, la Cité des métiers permet justement de rendre l'offre accessible à un public large, public à la fois de chercheurs d'emploi, de travailleurs en reconversion
également d'étudiants qui sont un peu en perdition ou en perte de sens, et on sait bien que c'est au cœur des préoccupations actuelles dans un contexte de pandémie. Et cette orientation tout au long de la vie vers toutes les modalités d'apprentissage possibles, mais pour nous, c'est véritablement essentiel. Voilà, et donc la Cité des métiers, en cela, sert la cause globale, je dirais, de la formation et de l'orientation tout au long de la vie. Merci beaucoup. Effectivement, vous avez bien pointé cet enjeu qu'on a perçu aussi dans le contexte français, qui est l'articulation et la complémentarité de l'intervention des différentes institutions dans la transversalité des enjeux. Et on voit bien précisément la problématique du décloisonnement et de la possibilité pour ces institutions de travailler en cohérence. Vous avez également pointé, et la situation belge est très significative à cet égard, la question de l'articulation des échelles. Là aussi, l'intervention des pouvoirs publics au niveau des collectivités, au niveau étatique, et la bonne articulation, là aussi, des différents dispositifs. Et surtout, comme l'avait pointé Olivier, la lisibilité, précisément, de l'offre et la simplification de l'offre pour le public. Un autre élément qui me semble important que vous avez situé est bien la diversité des publics et donc des champs de la formation professionnelle. Et peut-être que là aussi, un enjeu à partager qui est quelque part d'être un petit peu dans la dentelle et aussi dans la réalité des besoins des personnes. Et donc comment on arrive entre des grands dispositifs, les enjeux qu'on vient de pointer de décloisonnement, qui sont sur des échelles structurelles, et puis la réalité des publics pour lesquels, là aussi, dans leur diversité et leur hétérogénéité, il est besoin de faire des choses peut-être à la carte, de façon très, très, très précise. Pour compléter notre lecture de cet enjeu de la formation professionnelle, peut-être, François, un mot sur la question des entreprises et puis des opérateurs de compétences qui travaillent là aussi en articulation avec les politiques publiques. Si vous pouvez là aussi nous faire un témoignage ou un retour d'expérience sur le travail que vous menez avec les OPCO, notamment en France, et puis des différentes entreprises qui composent l'écosystème dans lequel vous intervenez. Le micro, pardon François. Est-ce que je suis bien là? Vous m'entendez? Tout à fait. Parfait. Donc merci beaucoup pour cette invitation, pour effectivement un témoignage de terrain. Nous portons à Paris CDG Alliance une cité des métiers, mais également une plateforme territoriale pour le déploiement d'un nouveau dispositif qui va illustrer mon propos, qui s'appelle Transition collective, et qui vise justement à répondre aux problématiques des entreprises qui sont trouvées vraiment en difficulté avec cette crise sanitaire et de pouvoir accompagner dans leur reconversion des salariés qui voient leur emploi menacé. Donc, si je reviens rapidement sur l'intitulé du premier questionnement, pour nous, acteurs de terrain, sur ce territoire particulier qui est un territoire aéroportuaire, qui a été effectivement très fortement impacté par la crise sanitaire en termes de baisse d'activité économique, finalement, cette crise sanitaire a été un peu, je vais le dire comme ça, un crash test de la solidité de la dernière loi qui a été citée tout à l'heure par Olivier et par vous-même, Raphaël, la liberté de choisir son avenir professionnel, qui est le fruit de différentes lois depuis 50 ans. Et donc, dans quelle mesure une crise comme celle-ci permet effectivement d'en tester les capacités de réponse à des situations extraordinaires ou inédites. Et donc, dans ce cadre-là, le gouvernement français et les partenaires sociaux ont effectivement créé un nouveau dispositif qui s'appelle Transition collective et qui permet d'aider, d'accompagner des salariés qui voient leur emploi menacé en proposant une aide jusqu'à 24 mois de financement d'une formation professionnelle et de prise en charge du salaire pour les entreprises de moins de 300 salariés. Donc, le deuxième point que je souhaitais souligner, c'est que le gouvernement a prévu, alors je ne dis pas que c'est suffisamment rare pour le souligner, mais en tout cas, cette fois-ci, il a prévu la mise en place d'un outil de déclinaison territoriale, avec la création de ces plateformes territoriales pour déployer
le dispositif est dans le cadre d'un appel à manifestation d'intérêt. Donc nous avons répondu à cet appel à manifestation d'intérêt, nous avons été lauréats de cet appel à manifestation d'intérêt, et depuis donc cet été, nous avons constitué une équipe permettant de faire de la prospection auprès des entreprises pour identifier notamment les entreprises qui décrutent, donc un nouveau vocabulaire pour moi en tout cas dans le monde de la formation professionnelle et de l'emploi, et également les entreprises qui recrutent. Et on voit que l'ensemble du dispositif nécessite la mobilisation des acteurs. Si on reprend le cloisonnement, j'allais dire classique, des acteurs du service public de l'emploi, des acteurs du service public de l'orientation, des acteurs du service public et privé de la formation. Et ça nécessite d'une agrégation, une mutualisation, une coordination de l'ensemble de ces acteurs pour identifier, en lien, vous l'avez évoqué, notamment avec les OPCO, donc les organismes des compétences, qui ont des adhérents. C'est la même chose pour, on peut penser aux chambres consulaires, qui ont des entreprises qui sont adhérentes, les fédérations d'employeurs. Donc, comment on arrive finalement à mobiliser l'ensemble des acteurs qui n'ont pas forcément l'habitude ou la culture du travailler ensemble. Et là, dans une réponse à cette crise, qui en même temps, ce dispositif transition collective est bien une réponse d'urgence, et en même temps, ce qui est intéressant, c'est que pour la ministre du Travail, de l'Emploi et du Travail, c'est aussi une perspective d'un dispositif pérenne. C'est-à-dire, au-delà ou en deçà de la crise actuelle, dans quelle mesure on doit être collectivement capable de faire cet exercice, d'identifier en lien avec les évolutions technologiques, les évolutions d'usage, les métiers qui sont menacés, ceux qui sont pour le coup en tension, ceux qui sont porteurs et qui recrutent, et donc de pouvoir imaginer que sur un bassin d'emploi ou un bassin de vie, il puisse y avoir des acteurs qui se mobilisent ensemble pour proposer à des salariés des trajectoires et une mobilité professionnelle leur permettant de pouvoir poursuivre leur vie là où ils sont et donc de pouvoir avoir cette synergie entre les acteurs. Donc finalement, en conclusion de ce questionnement, donc finalement cette crise, on voit bien, nous oblige tous et utilement à plus et mieux travailler ensemble. Et effectivement, le cadre qui est le nôtre d'une cité des métiers est un format extrêmement favorable à cette capacité à jouer collectivement au regard des crises économiques qu'on a pu connaître et qui sont en train de se poursuivre sur ce territoire. Merci pour cet éclairage, et effectivement on comprend bien à travers vos propos quelque part que ce qui était l'intuition initiale des cités des métiers se trouve encore plus révélé en termes d'enjeux par la situation qu'on vit avec la crise sanitaire. Peut-être un autre élément qui me semble important, la déclinaison territoriale dont vous parlez, peut-être qu'il y a aussi une approche ou un élément important, si ce n'est nouveau. On sait bien l'importance du territoire et la question, j'allais dire, du circuit court de l'information au niveau territorial. C'est chaque situation, chaque enjeu ou besoin est situé dans un territoire donné, que ce soit les personnes, le public ou le tissu économique et les opérateurs de compétences. Donc autant d'éléments qui me semblent importants effectivement à situer dans la question et la grande question de la formation professionnelle. Vous avez beaucoup parlé de la question aujourd'hui des salariés dans le champ de la transition et de la reconversion. Toujours en lien avec les entreprises, peut-être qu'on peut évoquer un autre public aussi qui est confronté à cet enjeu de la formation professionnelle, qui serait celui des jeunes, avec la question de l'apprentissage et de l'alternance, et peut-être là avec l'éclairage, Gemma, si vous en êtes d'accord, de la focale mise par la Cité des métiers de Genève sur cette question aujourd'hui de l'apprentissage des jeunes, qui est aussi un élément et une brique très importante de la question de la formation professionnelle aujourd'hui. Merci Raphaël. Donc c'est l'occasion effectivement de présenter cette Cité des métiers du Grand Genève qui se situe donc au cœur d'une ville où nous avons beaucoup d'organisations internationales. Rien que ce matin, rien que tout à l'heure, nous avons reçu une délégation en provenance du Tchad, de Djibouti et de Guinée-Bissau. Ce qui est intéressant, c'est que quand on leur présente la Cité des métiers,
par la même occasion, on leur présente la formation professionnelle initiale. Et pourquoi cette formation professionnelle initiale intéresse énormément? Là, je vous présente très, très rapidement le schéma. Ce qu'on doit comprendre, c'est que très rapidement, la formation professionnelle initiale emmène vers la formation professionnelle supérieure, vers des diplômes, y compris universitaires. Donc, ce n'est pas une voie sans issue. On a la possibilité de faire une formation en entreprise. On a 240 métiers qui nous permettent de faire cette formation initiale dans ces 240 métiers. Puis après, vous pouvez voir qu'on peut effectivement continuer au fur et à mesure des années. On peut continuer à se spécialiser et arriver jusque vers les hautes écoles. Donc, ça donne une possibilité de se dire qu'on n'est pas dans un schéma fermé où on ne peut plus quitter la formation initiale, mais on peut passer, si vous voulez, à des niveaux académiques. Ce qui est intéressant, c'est effectivement la perméabilité et ce qu'il faut savoir aussi, là vous le voyez, la voie académique, la voie professionnelle est très large et offre énormément de passerelles, énormément de possibilités de continuer. Donc, ce qui est intéressant, c'est de savoir que le 2/3 des jeunes en Suisse optent pour une formation professionnelle initiale. Le chômage des jeunes se situe entre 3,5 et 4,5%, et on a bien compris que la formation initiale, elle nous permet effectivement de donner aux jeunes un accès à l'emploi. Là, vous pouvez voir que le risque de chômage est très peu élevé pour ceux qui ont une formation initiale. Donc, c'est une possibilité et une garantie de trouver un emploi relativement facilement parce qu'on est déjà en entreprise, on a déjà une pratique de terrain. Il faut aussi savoir qu'on travaille main à main avec les entreprises. C'est elles qui présentent les exigences liées au diplôme de la formation et qui nous tiennent informés des besoins du milieu économique. Donc, il y a une cohérence entre la formation et les besoins du milieu économique, puisqu'on travaille main à main entre la formation professionnelle, le secteur de l'économie et puis effectivement aussi les écoles. Ce qui est aussi intéressant, c'est que cette formation initiale, elle permet une certification aussi chez les adultes. Vous pouvez voir qu'en formation continue, en formation tout au long de la vie, on peut voir que les adultes, eux aussi, peuvent passer sur une formation via les formations professionnelles initiales. Elles peuvent être raccourcies selon le parcours de chacun. Il peut y avoir une admission directe à l'examen via les validations des acquis. Donc, on a toujours la possibilité de se former tout au long de la vie avec également ce que nous, on appelle aussi un chèque formation qui permet de pouvoir suivre des cours et qui permet de se qualifier tout au long de la vie. Pour que vous ayez après une idée, on avait un objectif de 95%, on dirait en Suisse 95% des jeunes de 25 ans qui possèdent le diplôme secondaire 2. Le taux genevois est un peu plus bas, mais on essaye de qualifier et de permettre à ce qu'ils passent au diplôme secondaire 2. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez voir que le 47% des jeunes, après la scolarité obligatoire, partent en formation initiale, soit aller en entreprise. Ici, 42% sont en entreprise, sur des durées qui peuvent varier entre 2 et 4 ans. Et ceux-là, ils sont à plein temps à l'école, en formation initiale, après avec des stages en entreprise. Donc, pour nous, c'est un dispositif qui est très, très bien appuyé par la Cité des métiers. Pendant le Covid, nous avons pu profiter de cet espace ouvert, décloisonné qu'était la Cité des métiers pour mettre en place des actions d'urgence en partenariat avec les entreprises, le soutien aux entreprises, permettre aux jeunes qui n'avaient pas trouvé leur place de formation initiale de pouvoir rejoindre malgré tout un dispositif qui leur permettait de signer un contrat bien au-delà de la période courante qui était fin août, mais on a prolongé jusqu'à fin novembre en partenariat avec les entreprises. Donc, la Cité des métiers s'appuie complètement sur cette formation initiale dont elle fait la promotion. Elle draine les jeunes, on va chercher des entreprises. C'est le mode décloisonnement, c'est le décloisonnement qui nous a permis
pendant la période de crise, de répondre aux besoins urgents. Et on s'est rendu compte qu'on n'a pas perdu de place, bien au contraire, on a eu des places en plus malgré le Covid. Donc, c'est ce décloisonnement, cet outil Cité des métiers qui nous permet d'accueillir des adultes, des jeunes, de présenter les chèques de formation, la formation continue, qui accueille aussi des demandeurs d'emploi. Et c'est ça qui nous permet aussi d'être très efficients. Là, vous pouvez voir l'âge moyen entre 20 ans et 17 ans. Mais à la Cité des métiers, on accueille aussi le public adulte. Et ce décloisonnement nous a permis d'être complètement, si vous voulez, efficients dans le cadre de la crise. Donc voilà, la Cité des métiers, c'est un appui à la formation qui se fait aussi bien pour les adultes, qui se fait aussi bien pour les jeunes, pour les demandeurs d'emploi. Et on a trouvé une formule qui nous est chère parce qu'on a aussi un espace en lien avec la formation initiale. Donc, on a pu voir que la Cité des métiers, elle correspondait tout à fait à ses besoins et à la possibilité de promotion d'une formation initiale qui peut toucher et les jeunes et les adultes. Merci. Merci beaucoup pour cette présentation du système de formation professionnelle en Suisse, en particulier sur cette dimension apprentissage. On voit bien à travers l'ensemble des retours que vous faites les uns les autres, en quoi les systèmes de formation ont été éprouvés par la crise sanitaire et en quoi des outils, effectivement, comme ceux que proposent les cités des métiers, ont aussi été mis à contribution précisément pour élaborer des solutions ou de l'innovation pour répondre à ces enjeux extrêmement forts d'accompagnement, de conseil et d'information auprès des personnes justement impactées dans leur vie professionnelle. On parle de systèmes complexes au niveau de la formation professionnelle, on parle d'enjeux et de systèmes éprouvés par la crise sanitaire. Mais derrière les systèmes et les dispositifs, ce sont aussi des professionnels, des conseillers, des personnes qui, à travers leur expertise, permettent d'informer et conseiller les publics. En Cité des métiers, on retrouve des conseillers venus de tous les champs de la formation, de l'emploi, de la création d'activités, de l'orientation, donc avec situé au contexte belge, Actiris, Bruxelles Formation, en France, Pôle emploi, l'éducation nationale. Au niveau de la Suisse, vous l'avez situé, les cantons, les opérateurs de la formation, les entreprises, bien évidemment. Donc, on travaille bien en logique d'écosystème. Et dans cette complexité auquel sont confrontés les publics, comment aujourd'hui les professionnels en charge de l'information, de l'orientation, comment eux-mêmes, ces professionnels, se repèrent et comment sont-ils en capacité eux-mêmes de décrypter un dispositif ou des systèmes qui évoluent très vite et dont on a vu encore une fois le fait d'avoir été éprouvé par cette crise. Peut-être Benjamin Dumont, vous pouvez là aussi sur cet aspect spécifique peut-être témoigner des modalités d'action au niveau européen que mène le réseau pour effectivement cet enjeu de professionnalisation des conseillers. Merci beaucoup Raphaël et Ricardo. Effectivement, on l'a vu précédemment, on voit que la qualité de l'accès aux formations pour les publics dépend évidemment de la qualité des systèmes et des outils d'orientation, et notamment des outils d'orientation au sein des cités des métiers. Et cela suppose de pouvoir évidemment renforcer les compétences des conseillers, des professionnels en cité des métiers, mais aussi de pouvoir accompagner l'évolution de leurs pratiques. Or, on voit aujourd'hui que le numérique fait beaucoup évoluer les pratiques des professionnels en orientation, avec évidemment une accélération de l'usage du numérique avec la crise du Covid-19, une crise qui a aussi amené les professionnels à rencontrer des nouvelles situations avec des nouvelles problématiques formulées par les publics. Et donc, il y a cette capacité à pouvoir s'adapter à ces nouvelles situations et ces nouvelles problématiques et répondre une nouvelle fois de la manière la plus adaptée avec ce principe d'usager centré, donc pouvoir répondre à chaque situation individuelle du public. On voit aussi aujourd'hui que l'évolution, les transitions démographiques et écologiques et numériques ont un impact important
sur la transformation des métiers et l'évolution du marché du travail. Donc, c'est la capacité des professionnels des métiers à pouvoir expliquer et pouvoir guider les publics dans ces évolutions et donc pouvoir trouver avec les publics des situations adaptées, des réponses adaptées à leurs besoins. On voit aussi, on l'a rappelé tout à l'heure, qu'il y a beaucoup de nouveaux dispositifs, beaucoup de nouvelles offres de formation. Ça a été rappelé par François Brézot, par Olivier Lasvernias, la nécessité d'apporter de la lisibilité pour les publics, de pouvoir les guider à travers les nombreux dispositifs qui existent et trouver la solution la plus adaptée. Et donc, pour les professionnels des métiers et de l'orientation, c'est cette capacité à pouvoir se tenir informé de l'évolution de l'offre, des nouvelles offres existantes, de pouvoir synthétiser les données et de pouvoir ensuite apporter les réponses les plus adaptées au public avec toujours ce principe d'usager centré, c'est-à-dire de répondre à chaque situation individuelle et à chaque problématique spécifique. Donc, par rapport à ces enjeux-là, le réseau international des métiers et ses membres se positionne en cohérence avec les orientations stratégiques du CDFOP, du Centre européen pour le développement de la formation professionnelle, c'est-à-dire de pouvoir définir et faire évoluer les référentiels de compétences des professionnels de l'orientation tout au long de la vie, de pouvoir ensuite proposer et mettre en place des formations à destination des professionnels qui tiennent compte de l'évolution des pratiques et l'évolution des compétences, l'évolution des enjeux et du contexte sur chaque territoire, et qui, du coup, a aussi un effet boule de neige sur les territoires, puisque, je le rappelle, les cités des métiers fonctionnent sur la base d'un écosystème partenarial avec des conseillers qui sont mis à disposition par différents partenaires du territoire. Donc, former des conseillers d'une cité des métiers, c'est aussi former les équipes des autres partenaires et donc renforcer les compétences des professionnels sur les territoires. Merci beaucoup. À travers effectivement votre retour d'expérience, et donc on comprend que le réseau est bien structuré sur ces 6 pays européens, avec ces 26 membres que sont les cités des métiers répartis dans ces 6 pays. On comprend bien l'enjeu que vous avez pointé quelque part des cités des métiers comme organisation apprenante tout au long de la vie pour l'ensemble de ses membres. Et on l'a vu à travers aussi votre retour, cet enjeu multipartenarial qui est donc une montée en compétences collectives au niveau d'un territoire et au niveau effectivement d'un écosystème d'opérateurs et de professionnels donnés. Derrière cette question de la professionnalisation, peut-être le terme est un petit peu à prendre avec des pincettes, mais derrière cet enjeu de la montée en compétences et effectivement de cette dimension apprenante tout au long de la vie, même pour les professionnels en charge du conseil, on situe presque implicitement l'importance et la nécessité d'une intermédiation avec le public. Peut-être sur ce point, Olivier Lasvernias, sur cette question précisément de l'importance ou non de l'intermédiation, notamment avec les nouveaux outils et les nouvelles déclinaisons de la formation professionnelle que sont le CPF. Peut-être là aussi vous pouvez nous dire un mot sur le dispositif spécifique du CEP, la déclinaison aujourd'hui qu'on a connue aussi avec ces outils numériques que sont le CPF, et puis peut-être pointer dans ce deuxième tour de table les enjeux ou les grands enseignements qui vous semblent importants à partager sur cette question de la formation professionnelle et l'évolution du système de formation. Merci, merci Raphaël. Bon, effectivement, cette question de l'intermédiation, elle est absolument au cœur de la question de la formation professionnelle. En fait, la formation professionnelle, elle ne forme pas les gens malgré eux. Et les besoins de compétences, on ne les satisfait pas contre les personnes. Donc, la question, c'est bien de faire comprendre, de donner accès et de permettre aux personnes de choisir. On a parlé du nom de la loi, la liberté de choisir. Bon. Donc ces questions, elles sont essentielles. Et en fait, quand on regarde bien les dispositifs qu'on a en France, ils sont à 2 échelles de temps différentes. C'est-à-dire qu'on a un dispositif, on en a déjà parlé tout à l'heure, donc de conseil en évolution professionnelle,
Et ça, c'est un dispositif qui est très important, qui est hérité de tout un ensemble de systèmes qui se sont mis en place progressivement après la loi Delors, mais même qui avait déjà un peu commencé avant. Donc cette question de l'aide à l'orientation des personnes avec des dispositifs annexes comme les bilans de compétences ou des choses comme ça. Et puis de l'autre côté, on a cette idée de faire comprendre aux gens qu'ils peuvent saisir des opportunités et que c'est très bien d'avoir une application qui permet d'acheter la formation et d'avoir une vision monétisée de la formation pour pouvoir savoir quels sont ses droits, nos 500 ou 800 euros acquis chaque année, comment les dépenser. En fait, la difficulté, c'est qu'on joue dans deux échelles de temps qui sont très très différentes et qui se télescopent. J'étais très intéressé d'écouter hier ici même la haut-commissaire aux compétences, Karine Seyer, clôturer la journée d'hier, puisqu'elle a exactement fait son intervention sur ce thème-là. En réalité, les personnes, elles sont confrontées au fait qu'elles ont besoin de solutions à court terme, et qu'effectivement, il y a des possibilités offertes à court terme, et qu'en même temps, il n'y a pas de liberté de choisir si on ne réfléchit pas aussi aux possibilités à long terme, à ses aspirations, au sens qu'on donne à son travail, au sens qu'on donne à sa vie professionnelle, à la place qu'on lui donne. Et donc, il y a une très très importante nécessité, quand on parle de décloisonnement, à arriver aussi à décloisonner les échelles de temps. C'est effectivement ce qu'on a toujours fait dans les cités des métiers, avec à la fois la création, la mise en place de pôles, choisir son orientation, changer sa vie professionnelle, créer son entreprise, qui joue forcément dans une échelle à moyen ou à long terme, de quelques mois, voire quelques années, très certainement. Et puis de l'autre côté, des solutions concrètes, opérationnelles pour des personnes qui sont dans la difficulté, dans le besoin ou qui ont besoin d'avancer, donc trouver un emploi et directement trouver une solution concrète, un job, un travail, etc. Et effectivement, un des enjeux essentiels pour l'intermédiation, c'est celui-là, c'est-à-dire de comprendre qu'il faut à la fois gérer des problèmes à court terme et être capable de répondre à des aspirations à long terme. Et d'ailleurs, c'est vrai aussi, évidemment, pour le tissu socio-économique. La question de l'investissement, du capital humain, elle pose bien ces questions-là. Ce n'est pas en ayant des politiques de RH à très court terme pour résoudre des crises instantanées qu'on va faire du développement du territoire à long terme. Donc, un des points clés, en suivant vraiment la haut-commissaire hier soir, un des points clés, c'est quelque chose qu'on a également toujours revendiqué au sein du réseau des cités des métiers, c'est la capacité à gérer ces deux échelles de temps. Et ça veut dire en particulier, et la chose a été déjà mise en œuvre dans les semaines qui ont précédé, puisque l'application CPF en France maintenant met en avant le CEP sur sa une et explique qu'il ne s'agit pas simplement d'acheter à 500 € la formation la moins disante, mais il s'agit aussi de se situer dans un avenir professionnel. Donc, pour nous, un des éléments clés, c'est celui-là, cette capacité à proposer cette double réflexion pour les personnes, mais aussi pour les écosystèmes formation-emploi. Merci beaucoup. Effectivement, c'est très important d'insister sur cette double temporalité qu'on retrouve comme un enjeu majeur dans les différents contextes d'intervention. Et par rapport à cette dialectique que vous avez située, qui est celle de cette articulation formation-emploi, rajouter cette troisième brique que portent très bien les cités des métiers, qui sont celles effectivement de l'orientation. On l'a bien vu, il n'y a pas de liberté de choix sans minimum d'information qui permet d'éclairer ces choix et de les faire en toute connaissance de cause. Et d'espace pour réfléchir et se projeter dans l'avenir. Tout à fait. On est bien sur cette articulation des espaces-temps dans leur effectivement déclinaison multiples et dans leur décloisonnement des espaces. Et quand on parle de décloisonnement des espaces, on voit bien aujourd'hui aussi, il y a les espaces physiques, et puis il y a aujourd'hui désormais des espaces numériques, et puis il y a l'espace territorial, et puis donc, toutes ces articulations effectivement spatiales sont extrêmement importantes à prendre en compte dans la réalité des personnes et dans leurs besoins. Peut-être, pour continuer d'explorer cette question du décloisonnement, qui est effectivement un des éléments centraux de la proposition que font les cités des métiers, il me semble là aussi, dans le contexte belge, que
autant la dialectique emploi-formation était quelque chose de bien identifié dans la déclinaison des dispositifs et des politiques publiques. Et peut-être que là aussi, l'expérience Cité des métiers a rajouté et mis en lumière cet enjeu fort de l'orientation et du conseil en évolution professionnelle en amont. Un élément peut-être qui a été renforcé par les accords de coopération qui ont été effectivement mis en œuvre, avec là aussi, et c'est le retour du territoire, paradoxalement dans un contexte numérique, là aussi avec la volonté, je crois, des politiques publiques de décliner un dispositif régional de l'orientation au niveau du territoire wallon. Donc peut-être là aussi sur ces différentes dimensions, Olivia, si vous avez quelques éléments à partager. Oui, bien sûr. Merci, Raphaël. Donc, l'idée, justement, au niveau belge, c'est pas que au niveau wallon, justement, c'est vraiment Wallonie-Bruxelles ensemble. C'est de pouvoir créer un système d'orientation tout au long de la vie, donc tous ensemble, donc acteurs publics et privés. Donc, ce que je rappelle simplement, c'est qu'au niveau, par exemple, de la Cité des métiers de Bruxelles, pour faire toujours le lien entre mes deux casquettes quelque part. Donc, moi, je dirige le service public de formation professionnelle. Et donc, il y a un accord de coopération politique croisée emploi-formation, donc avec Actiris, donc l'équivalent, comme je disais toujours, de Pôle emploi au niveau français. Et donc, cet accord de coopération vise à dire que nous travaillons pour les mêmes usagers, à savoir les personnes qui cherchent un emploi. Par ailleurs, nous formons aussi des travailleurs, mais ça, c'est plutôt à la marge. Donc, vraiment, c'est des travailleurs en reconversion professionnelle, mais je dirais de manière moins prégnante qu'au niveau de tout ce qui se fait dans les entreprises. Donc, ça, on est bien d'accord, c'est comme en France, à ce niveau-là, c'est surtout les acteurs au niveau, je dirais, les acteurs privés aussi qui s'investissent et qui doivent d'ailleurs contribuer à la formation continue de leurs travailleurs. Une partie de leur chiffre d'affaires doit y être dédiée. Donc ça fait partie des accords sectoriels. Par ailleurs, et interprofessionnel. Par ailleurs, il est clair aussi qu'en tant que service public, nous sommes un service public géré paritairement. Donc, dans notre comité de gestion, nous avons donc 7 représentants patronaux, 7 représentants syndicaux. Comme ça vous donne un peu aussi l'idée de comment est du coup gérée aussi la Cité des métiers. Donc, au niveau du comité de direction de la Cité des métiers, nous avons des représentants donc de tous ces services publics qui se mettent ensemble et qui œuvrent justement à décloisonner, parce qu'à partir du moment où un usager entre dans l'espace de liberté qu'est bien une Cité des métiers, eh bien chacun a bien évidemment enlevé sa casquette et mis une seule casquette, à savoir celle de Cité des métiers. Et donc l'idée est bien de pouvoir s'orienter, de pouvoir bifurquer, de pouvoir vraiment trouver l'information qui permet de se projeter dans son avenir professionnel. Et au niveau bruxellois, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment éminemment important. Et là, nous dépassons le cadre bruxellois. Nous allons vraiment avec nos collègues wallons, à la demande des 5 gouvernements mis tous ensemble, donc Fédération Wallonie-Bruxelles donc pour l'enseignement, mais également au niveau bruxellois et au niveau wallon. Et alors, je vous passe les détails institutionnels, mais bon, tout ça fait 5 gouvernements ensemble qui se mettent d'accord pour dire qu'on met en place dorénavant un dispositif d'orientation tout au long de la vie. On va d'ailleurs déposer toute une série de projets dans le cadre de la programmation FSE en cours de préparation là pour le moment. Pour se serrer les coudes justement, et parce qu'on est bien conscient que nos usagers, eh bien, évidemment, ils se baladent, ils bifurquent aussi territorialement, évidemment, ils travaillent dans une région, dans une autre, peu importe, et donc le territoire, il doit s'étendre, évidemment. C'est l'ambition aussi d'ailleurs du réseau aussi, c'est d'avoir cette extension justement territoriale et d'avoir une offre de services qui soit la plus large possible et qui touche à un public le plus large possible. Aujourd'hui, pour faire une petite incise, on accueille tous ensemble environ 600 000 personnes et c'est vrai qu'on a l'ambition de pouvoir accueillir avec les nouvelles cités des métiers aussi qui arrivent, donc d'ici 2024, de pouvoir accueillir véritablement 1 million de citoyens et de citoyennes. Donc c'est une véritable ambition et évidemment, ça doit se faire de manière qualitative et professionnelle, comme vous l'avez dit Raphaël tout à l'heure. Donc c'est vrai que nous avons évidemment des professionnels au service du public et des publics, mais il va de soi que tant les échanges de pratiques que les échanges justement d'outils, y compris numériques évidemment, sont essentiels pour pouvoir améliorer toujours le service offert. Et donc là, par rapport à ça,
un dernier point d'attention quand même pour l'accessibilité de l'offre de formation et d'orientation, c'est justement prendre en compte les plus précarisés, parce qu'aujourd'hui, force est de constater, en tout cas, y compris parmi les chercheurs d'emploi bruxellois, beaucoup d'entre eux n'ont même plus les moyens de se former, parce que s'ils ne bénéficient pas d'allocations de chômage ou autres revenus de remplacement, ils sont toujours dans une urgence sociale réelle, qui les amène à accepter évidemment des petits boulots, ce que je ne critique en aucun cas, mais de ne pas pouvoir en tout cas avoir le temps et l'argent et le soutien financier pour pouvoir justement se former. Et là, ce qui a été créé, c'est vraiment un revenu de formation, c'est-à-dire que les personnes qui sont inscrites donc à l'équivalent de Pôle emploi et qui s'investissent investissent du temps donc dans une formation professionnelle bénéficient, outre leurs allocations éventuelles de chômage ou d'insertion professionnelle, donc de 2 € de l'heure par heure prestée en formation professionnelle. Donc c'est tout à fait un autre système, ça s'appelle le revenu de formation, et à partir de l'année prochaine, ça ira même jusqu'à 3 € de l'heure pour les personnes qui se forment dans des métiers dits en pénurie. Et donc là, il y a vraiment toute une autre, je dirais, optique des choses. C'est vrai que on est vraiment pas dans cette monétarisation, donc monétisation qui a été évoquée par Olivier Lasvernias tout à l'heure. Donc on n'est pas dans un, dans un droit individuel à un montant bien précis. On essaye de répondre à un besoin par rapport à une envie et par rapport à un bilan de compétences qui est fait avec les personnes au niveau des chercheurs d'emploi en tout cas. Voilà, donc on essaye de répondre sur mesure effectivement aux chercheurs d'emploi qui en ont besoin, mais également évidemment aux entreprises et aux employeurs parce que ce sont nos partenaires pour pouvoir avoir des résultats qui sont évidemment mesurés en termes de retour à l'emploi. Voilà. Merci beaucoup. Et on voit qu'à chaque, j'allais dire, nouvel aspect qu'on aborde de cette question de la formation professionnelle, on pourrait soulever 10 nouveaux sujets qu'il faudrait creuser. J'en relève 2 qui me semblent essentiels. Je vais commencer par la fin. Je crois qu'on parlait bien de l'impact de la crise sanitaire. Je fais écho à la crise de 2008, qui a donné lieu notamment dans le cadre du social pillar au niveau de l'Union européenne, du pilier social européen, à la mise en place précisément de politiques d'investissement social, dont il me semble le témoignage que vous venez de faire fait largement écho. Mais derrière, on a vu aussi que derrière ces politiques d'investissement social, il y avait toute cette dimension des politiques d'activation de l'emploi, avec aussi des logiques de contractualisation avec les usagers, qui posent aussi beaucoup de questions sur cette précisément problématique de la liberté du choix. On voit bien que les cités des métiers sont aussi traversées par ces réalités, avec là aussi, j'allais dire, une approche qui normalement permet de répondre à la fois à la réalité de la déclinaison des politiques publiques, tout en tenant compte de cette capacité d'autonomie des personnes dans le choix et le positionnement qu'ils peuvent faire par rapport à leur projet professionnel. Donc on voit bien là aussi l'agilité quelque part dont peuvent faire preuve des dispositifs comme les cités des métiers et leur importance, et c'est le deuxième point que vous avez apporté qui me semble essentiel, et leur importance aussi pour rendre efficientes des déclinaisons de politiques publiques, non seulement territoriale, locale, mais à plus grande échelle, on l'a vu, notamment la région wallonne, et interrégionale, puisque c'est un accord de coopération de la Belgique francophone, donc on voit bien presque au niveau national. Donc, à la fois le respect de l'autonomie des personnes et tout en étant en capacité, bien évidemment, de rendre efficientes des dispositifs et des déclinaisons de politiques publiques. Il me semble que c'est un enjeu très, très, très important qu'on va retrouver à l'échelle européenne, puisque quelque part, et je me permets de faire cette comparaison avec la situation française et la mise en place des services publics régionaux de l'orientation, qui là aussi, peut-être François, vous pourrez nous en dire un mot, peut-être s'est emparé aussi très fortement de la question de la formation professionnelle, en articulation avec les problématiques là aussi de tension sur certains secteurs d'activité et leur déclinaison à l'échelle d'un bassin d'emploi. Et donc on est bien dans cette réflexion, comment cette brique complémentaire qu'est l'orientation va rendre plus efficientes les déclinaisons effectivement de politiques publiques en matière d'emploi et de formation. Alors, pardon François, votre micro. Alors j'espère qu'on ne fera pas deux. Bon, bref. Donc oui, effectivement, Raphaël, donc nous avons la chance au niveau de Paris CDG Alliance d'être le référent
service public régional de l'orientation, donc SPRO, sur le bassin d'emploi du Grand Roissy-le-Bourget, qui est un des 25 bassins d'emploi de la région Île-de-France. Donc suite à une impulsion et un pilotage et un copilotage de l'État et de la région Île-de-France pour constituer ces bassins et pour les structurer à travers des référents et des acteurs, pour mobiliser les acteurs de l'orientation sur ces territoires. Et je pense effectivement que c'est un enjeu extraordinaire de pouvoir, pour les politiques publiques en matière d'emploi et de formation, de mieux intégrer ce que vous avez nommé la brique orientation. Je pense effectivement que les politiques de formation gagneraient très clairement en efficacité et en efficience en intégrant les spécificités des territoires et en collant mieux ou plus à la réalité. Et les décideurs politiques en matière de formation, que ce soit l'État, que ce soit les régions, que ce soit les partenaires sociaux, Pôle emploi, donc les financeurs, on va dire, de la formation, ont finalement à leur disposition un formidable vivier de professionnels de terrain qui, étant en contact avec le public, peuvent faire remonter des informations en ce qui concerne, que ce soit, on va dire, je veux dire comme ça, la demande sociale ou individuelle des personnes, mais également, comme ça a été cité par Olivia, la question effectivement des métiers pénuriques, voilà, au plus près et avec une granularité territoriale qui, à mon avis, est très pertinente lorsqu'on souhaite, encore une fois, viser l'efficience de politique publique en la matière. Donc là, on a des acteurs dont nous avons la charge en matière de coordination qui sont en capacité d'analyser la situation, de pouvoir se projeter, de faire remonter un ensemble d'informations permettant de nourrir l'analyse, le constat, et ensuite de pouvoir nourrir l'offre de formation au regard des différents financeurs. Et je pense qu'il y a encore une belle marge d'amélioration. Voilà, collectivement, on a une belle marge d'amélioration parce que je vais alors peut-être être un petit peu caricatural. C'est vrai que pour moi, le bon mot, encore une fois, c'est celui qui a été utilisé par les uns et les autres. L'orientation tout au long de la vie, comme le pendant de la formation tout au long de la vie, eh bien cette articulation qui doit, à mon avis, être la plus forte possible pour que tout ça fonctionne dans ce qu'on peut appeler la chaîne de valeur jusqu'à l'emploi ou la chaîne de valeur jusqu'au développement économique pour être à plus long terme sur des territoires. Mais effectivement, il y a une nécessité de partager cette vision systémique et articulée. Et je pense qu'il y a un public qu'il ne faut pas oublier, qui sont notamment les élus territoriaux. C'est-à-dire qu'en règle générale, c'est là où je caricature un peu, mais c'est un peu un retour d'expérience, c'est que ces élus ont une vision, j'allais dire, un peu limitée ou étriquée de l'orientation. Ils la réservent à la seule orientation initiale, ce qui est normal. Lorsqu'on est parent, lorsqu'on a été en scolarité, étudiant, voilà. Ok, on connaît, on a une offre de services plus ou moins bien structurée, mais qui existe institutionnellement et qui a une... Par contre, lorsqu'on commence à aborder les questions de l'orientation continue, pour là aussi faire le pendant avec la formation, c'est là où on a un peu plus de difficultés, en tout cas un travail à faire de sensibilisation sur le fait d'avoir une acception plus large et qui vienne nourrir, encore une fois, les politiques publiques. Donc, je pense effectivement qu'il reste tout un travail de sensibilisation à faire, que l'on retrouve notamment, moi je pense à la région Île-de-France, au regard là aussi des nouvelles compétences qui sont celles des régions en matière d'orientation. Au niveau de l'organisation du conseil régional, on a l'orientation qui jusqu'à présent a été confiée aux directions lycées ou enseignement supérieur. Et donc, de fait, ça limite la capacité d'intervention politique d'une institution aussi importante que la région
sur le volet orientation continue. Voilà. Donc, et puis, on voit apparaître aussi, et je pense que ça peut être une bonne chose, tout dépend comment c'est structuré, mais aussi la création d'agences régionales d'orientation. Et là, c'est la question de comment les acteurs de terrain s'y retrouvent et comment, effectivement, ces agences peuvent être plutôt dans une facilitation à faire remonter les besoins d'orientation, de formation et d'emploi, et plutôt que d'avoir j'allais dire, des démarches descendantes. Voilà. Donc, on est un peu vraiment à la croisée des chemins, je pense, en France, sur ces questions-là, en lien avec les dispositions législatives, la mise en œuvre des politiques d'orientation. Et effectivement, pour terminer, j'aurais un propos un peu, j'allais dire, économiste, ou en tout cas d'attention en ce qui concerne la bonne gestion des fonds publics. Voilà, pour traduire mon propos dans un scope un peu plus réduit, mais avec j'allais dire, une interpellation des financeurs de la formation. S'il n'y a pas de bonne orientation, il n'y a pas de bonne utilisation de la formation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on le voit sur plein de situations ou sur plein de métiers, on a du mal à remplir les places de formation, on ne sait pas si on répond spécifiquement aux besoins des entreprises, ainsi de suite. Donc, il y a tout un travail d'investissement à faire en amont de la formation pour pouvoir rendre l'ensemble de la chaîne de valeur jusqu'à l'emploi plus optimale ou plus efficace dans la mise en œuvre de ces politiques publiques. Merci beaucoup, c'est très éclairant et je comprends bien que effectivement cette perspective aujourd'hui en France de déclinaison d'agences régionales de l'orientation qui existe dans certaines régions, je crois en Normandie, en Nouvelle-Aquitaine, très prochainement en Île-de-France, sont à la fois des opportunités, peut-être pour structurer ce que vous appelez de vos voeux, c'est-à-dire cette prise en compte des enjeux de la formation, de l'orientation, en amont, et pour rendre efficients les enjeux de la formation. Et en même temps, effectivement, avec les limites que vous avez aussi identifiées, qui est une lecture peut-être un peu réductrice de la question de l'orientation, et peut-être, pour revenir à notre propos initial, une nouvelle déclinaison qui rend encore plus complexe les dispositifs et la lecture et la lisibilité pour les publics des différentes offres et modalités de services qui sont proposées derrière. Donc à la fois peut-être une opportunité, mais aussi un risque, effectivement, et un enjeu fort peut-être là, et on voit que les cités des métiers sont à l'œuvre, pour contribuer, encore une fois, à la lisibilité des dispositifs et à la à la coordination des acteurs dans un souci là aussi de décloisonnement. Vous l'avez bien pointé, et je crois que c'est en filigrane aussi tout au long de nos échanges. L'orientation, c'est bien tout au long de la vie, c'est pas, comme l'a rappelé Olivier, un acte ponctuel lié à une urgence temporelle ou à un besoin temporel du temps court, mais bien une question sur aussi une temporalité longue liée au projet professionnel et qui va se poser tout au long de la vie. On a bien identifié aussi dans les échanges et les propos la dimension territoriale, et donc vous l'avez pointé dans le rôle et les fonctions que peuvent avoir les cités des métiers, observatoire des territoires. Une capacité aussi à traiter, pour reprendre vos propos, dans la granularité fine des territoires, les besoins, les priorités pour l'ensemble des écosystèmes qui peuvent être concernés. Je profite du fait que nous sommes au niveau européen, le réseau international des cités des métiers, peut-être pour poser une question sur cet enjeu territorial, précisément à l'échelle européenne, la question transfrontalière. On voit aujourd'hui, précisément dans l'analyse fine des besoins territoriaux, dans le cas de Roissy, au niveau du bassin d'emploi, dans le cas de la région wallonne et Bruxelles interrégionale, peut-être GEMA au niveau effectivement là aussi de ce que peut apporter une cité des métiers dans la prise en compte des enjeux, j'allais dire interterritoires, internationaux et notamment transfrontaliers. Je crois qu'avec les cités des métiers, la cité des métiers de Genève, il y a tout un enjeu de maillage et de couverture territoriale qui est à la fois en Suisse et en France. Oui, merci Raphaël. Est-ce que vous voyez ma présentation? Tout à fait, oui. Effectivement, on est la première cité, comme je disais tout à l'heure, la première cité transfrontalière du réseau.
Pour nous, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans un bassin régional avec ce qu'on appelle ici des frontaliers, c'est-à-dire on a des milliers de gens qui chaque jour viennent à Genève, qui travaillent à Genève, dont les enfants parfois suivent aussi la scolarité genevoise. Il faut savoir que les places d'apprentissage, elles sont aussi ouvertes à des jeunes Français. Donc l'idée, c'était de se dire, finalement, on est dans une dynamique régionale qui existe indépendamment de ce que nous mettons en place. Tous les jours, il y a des gens qui ont besoin d'informations sur le système de formation professionnelle suisse pour les 15-25, quelle est la différence entre la France, la Suisse, etc. Donc, lorsqu'on a créé cette cité des métiers du Grand Genève, qui porte bien son nom parce qu'on est au niveau de la région, on s'est associé à des centres associés, ce qu'on appelle des centres associés français, qui sont des espèces de mini petites cités avec des espaces effectivement de conseil également. Donc, l'idée, c'était, dans le cadre d'une gouvernance, accompagner, être avec aussi des centres associés français, se rencontrer de part et d'autre pour partager des informations de façon commune, si bien qu'on a aujourd'hui un centre associé à Bonneville, en Pays belgardien, à Annemasse, à Thonon, on en aura bientôt un 4e à Thonon. On a aussi un centre associé côté suisse à Meyrin et à Onesse, ce qui veut dire qu'on est au niveau du maillage territorial, on couvre une région entière qui fait qu'on est capable de donner de la même information, d'être en synergie. On l'a bien vu pendant la crise Covid, quand on a commencé à basculer les ateliers, les prestations numériques, toute la région a pu bénéficier, on a pu travailler ensemble sur des thématiques numériques, sur des ateliers communs. Et l'idée, c'était aussi qu'à travers ce partenariat, ça paraissait naturel qu'on puisse développer d'autres prestations à travers des projets Interreg, ce qu'on appelle des projets Interreg. Pour exemple, on en a développé un en 2018-2019 qui s'appelait DigiPro, le digital de proximité. Mais on n'a pas su jusqu'à quel point on était visionnaire quand on a eu le problème Covid, avec tout l'aspect numérique. On était vraiment dans un digital de proximité, c'est-à-dire qu'on a été capable de très rapidement se mettre ensemble pour trouver des solutions. Donc, on se rencontre régulièrement, nous développons des projets ensemble. Lorsqu'il y a des événements, on est capable de les animer ensemble, c'est-à-dire au niveau transfrontalier. Pour autre exemple, nous avons au niveau du Grand Genève organisé les assises européennes de la transition énergétique qui devaient se tenir en présentiel les 1, 2 et 3 février 2022. Il y a eu un report, mais ça c'est un exemple. Par exemple, c'est que dans le cas de la transition énergétique, on travaille déjà vraiment au niveau d'une région, parce qu'une transition énergétique, c'est vraiment au niveau d'une région que ça se travaille. Donc, on a été complètement capable de développer des animations communes, de faire venir des partenaires qui sont déjà actifs dans la transition énergétique à travers des ateliers, des présentations de métiers de part et d'autre de la frontière. Et ça, ce sont des dynamiques transfrontalières. C'est-à-dire qu'on a tenu compte du mouvement de population. On parle de 300 000 personnes qui viennent tous les jours travailler à Genève et qui repartent le soir. C'était de se dire finalement en quoi consiste ce maillage territorial, comment s'assurer que les personnes qui sont là ou les personnes qui sont ici ou les personnes qui sont là ou ailleurs peuvent bénéficier d'une information, des prestations, cité des métiers et centres associés, et un 3e niveau qui s'appelle point relais, c'est-à-dire qu'on est capable aussi de mettre de l'information à disposition dans des lieux qui accueillent potentiellement nos publics et pouvoir s'assurer que toute une région a une information. De ne pas se retrouver à ce que parce qu'on habiterait là ou parce qu'on habiterait ici, on n'aurait pas accès à l'information. Donc, voilà un exemple de dynamique transfrontalière. Et là, prochainement, je vais bientôt accueillir les centres associés français à Genève. Et ensemble, nous continuons à travailler également, par exemple, sur la formation initiale. C'est vrai que nous avons
beaucoup d'années de pratique d'avance par rapport à nos voisins français. Et ensemble, nous partageons nos savoir-faire, si vous voulez, tout ce qui est prestations en lien avec la formation initiale, qu'on est capable de partager dans le cadre de nos comités de pilotage, dans nos actions respectives. Donc voilà des exemples d'échanges. Là, je vous en ai donné, que je crois déjà pas mal, et on peut les multiplier. Et on est toujours, si vous voulez, au niveau régional, en tandem, dans une dynamique mutuelle au niveau du transfrontalier. Il y a beaucoup de mots-clés dans ce que vous avez évoqué, et j'en reprendrai quelques-uns. Au-delà des mots-clés, ce sont des pratiques et des usages concrets dans le cadre de vos axes d'intervention. Vous l'avez situé, cette dimension du maillage territorial qui répond, je crois, encore à cet enjeu de décloisonnement. On a parlé du décloisonnement temporel, mais aussi spatial. Et donc cette dimension transfrontalière est bien aussi une modalité du décloisonnement des territoires. Décloisonnement, et puis je crois que vous l'avez pointé aussi, comme l'a pointé Olivia tout à l'heure, la problématique et Olivier en tout début d'intervention, sur la question de l'égal accès des personnes et des publics aux dispositifs et aux offres et d'orientation et de formation professionnelle. Cet égal accès interroge, et vous avez utilisé le terme, les services de proximité. Alors j'ai beaucoup aimé le terme DigiPro et ces défis que vous essayez de relever, faire de la proximité avec du digital. Je pense que là, il y a quelque chose d'intéressant. Mais au-delà de la circonstance ou de ce dispositif spécifique, je crois que l'enjeu aujourd'hui du service de proximité est réel, dans effectivement, pour reprendre le terme, le droit individuel à la formation et l'égal accès et l'effectivité de ce droit individuel. Donc on voit bien là aussi que les cités des métiers, dans leur déclinaison, proposent des modalités pour favoriser, j'allais dire, ce libre choix et ce droit individuel à la formation. Je vois que le temps file, il nous reste 8 minutes. Peut-être Benjamin, pour reprendre ce fil conducteur qui est la question du décloisonnement, et puis après je donnerai peut-être la parole à chacun d'entre vous pour quelques mots de conclusion et ou d'interpellation ou de préconisation aux différentes échelles, soit dans les contextes locaux d'intervention, soit à l'échelle européenne. Mais peut-être juste avant Benjamin, toujours dans le fil conducteur de ce qu'on partage, en termes de décloisonnement au niveau des réseaux européens, comment ça se passe, le réseau international et les coopérations avec peut-être d'autres échelles, d'autres réseaux européens sur les mêmes thématiques ou d'autres thématiques croisées. Et là aussi, est-ce qu'on arrive à décloisonner, j'allais dire, les écosystèmes de travail? Oui, effectivement, on voit que tous les enjeux qui ont été soulevés jusqu'ici s'inscrivent dans des politiques publiques européennes, pour les citer, le plan de relance européen, l'agenda des compétences européen, mais aussi le Green Deal, le nouveau plan d'action pour la mise en œuvre du socle européen des droits sociaux. Et je dirais qu'on est tous les acteurs de l'orientation et de la formation professionnelle tout au long de la vie, embarqués pour répondre aux objectifs de ces différentes politiques européennes, mais pour répondre évidemment aux besoins des publics et garantir au public le droit à l'orientation et le droit à la formation. Sur ce point-là, et ça a été rappelé tout à l'heure par François Brézot, il faut évidemment ne laisser personne de côté et garantir l'orientation professionnelle tout au long de la vie et la formation professionnelle tout au long de la vie. Et donc, ne pas laisser des gens de côté, c'est aussi, je pense, garantir la gratuité des services offerts au public, mais garantir le droit individuel à l'orientation et à la formation, c'est évidemment pouvoir coopérer entre acteurs. Et comme vous le soulignez, Raphaël, tout à l'heure, c'est pouvoir engager des coopérations avec les réseaux d'orientation professionnelle tout au long de la vie et les réseaux de formation professionnelle tout au long de la vie. Pourquoi coopérer ensemble? Pour renforcer la qualité des services apportés au public, pouvoir échanger des pratiques, échanger des informations utiles
sur l'évolution des systèmes de formation, l'évolution des besoins des publics, et de pouvoir ensemble trouver les solutions les plus adaptées qui ensuite pourront être mis en œuvre sur le terrain, à l'échelle territoriale et au plus près des publics. Mais c'est aussi, à l'inverse, pouvoir bénéficier, comme le disait François Brézot tout à l'heure, de la remontée d'informations du terrain pour ensuite échanger collectivement à l'échelle européenne sur les enjeux, les différentes pratiques et les besoins des publics. Ça m'amène évidemment à l'enjeu de décloisonnement. On en a beaucoup parlé. Effectivement, je pense qu'aujourd'hui, il est primordial, et on le voit au niveau territorial, au niveau des cités des métiers, de pouvoir décloisonner les coopérations et de pouvoir petit à petit aussi élargir nos coopérations et nos actions avec de nouveaux acteurs. Des acteurs qui n'interviennent pas directement dans le champ de la formation professionnelle et de l'orientation professionnelle tout au long de la vie, mais qui, de par leurs actions et leurs coopérations, ont un impact sur la vie professionnelle des publics. Je pense notamment aux acteurs du numérique, mais aussi aux acteurs de l'économie sociale et solidaire. On peut citer également les acteurs qui interviennent dans le champ de l'environnement, mais aussi les entreprises. On en a parlé tout à l'heure avec François Brézot, qui est le meilleur acteur qu'une entreprise pour nous informer sur les besoins en termes de formation des salariés, les besoins en termes de compétences pour les entreprises, et peut-être l'écart à resserrer entre le besoin des compétences des entreprises et les compétences des publics sur le territoire. Donc ça, à différentes échelles, évidemment, à réfléchir. Et donc, c'est mon dernier point, la nécessité dans cette démarche de décloisonnement, d'articuler les échelles. On a vu l'exemple concret juste avant avec Gemma Schreiti sur la coopération transfrontalière, travailler à deux échelles territoriales différentes, mais aussi travailler à des échelles locales, régionales et européennes pour impliquer tous les acteurs du champ de l'orientation, de l'emploi et de la formation, et envisager collectivement des réponses et des solutions communes pour répondre aux grands objectifs des politiques publiques européennes, mais avant tout aux besoins des publics, et encore une fois garantir leur accès inconditionnel et gratuit aux services d'orientation et de formation tout au long de la vie. Merci Benjamin. On voit beaucoup d'ambition dans les objectifs que le réseau, que vous avez pu présenter au niveau du réseau. Et vous avez raison, vu je vais dire, les enjeux qui nous attendent. On l'a vu dans chacune des interventions. La question énergétique a beaucoup été pointée. Je crois qu'on est effectivement sur des enjeux éminemment d'actualité, celle du numérique également. Et peut-être, comme vous l'avez situé, au niveau du réseau international, organiser aussi les écosystèmes de travail aux différentes échelles d'intervention des professionnels, des opérateurs, du public et du privé, du local au niveau européen. Peut-être, et ça sera notre dernier tour d'échange, aussi un des rôles du réseau, qui est peut-être aussi, au regard des remontées de terrain et des remontées, effectivement, des analyses qu'on peut faire sur les besoins territoriaux, peut-être aussi organiser la concertation au niveau des institutions et des pouvoirs publics pour rendre efficientes les politiques publiques, précisément, au niveau national, local ou européen. Et donc, ce rôle de plaidoyer. Au regard de ce dernier point, peut-être un dernier mot, je vous laisse la parole, de conclusion, de préconisation ou d'interpellation par rapport à ces enjeux et au regard, effectivement, des différents retours d'expérience que vous avez pu faire. Peut-être qu'on va garder l'ordre de tout à l'heure, Olivier, si vous voulez... Moi, je pense qu'il faut vraiment comprendre la plus-value Cité des métiers, et pour moi, je la situe dans la mise en perspective des deux décloisonnements. C'est-à-dire on dit finalement une Cité des métiers, c'est un lieu où on permet aux personnes réellement de travailler à court terme et long terme, de décloisonner les angoisses du quotidien, de trouver du travail ou de l'argent pour demain, et d'aspirer à une vie épanouissante. Bon. Donc il y a ce décloisonnement individuel, et la force des Cités des métiers, c'est de faire travailler de manière décloisonnée tous les acteurs autour de l'effet de ce décloisonnement individuel. Parce que finalement, il y a beaucoup d'acteurs qui décloisonnent. Hein.
il y a beaucoup de lieux où les différents acteurs échangent, mais la particularité d'une cité des métiers, c'est qu'ils échangent dans l'action autour du fait de permettre aux personnes concernées de relier le court terme et le long terme. Et je pense que c'est ça la plus-value et que c'est un modèle vertueux et qu'effectivement, il faut le développer. Merci beaucoup. Oui, pour rebondir sur ce qui vient d'être dit, donc on sort quand même, enfin on n'est pas encore tout à fait sorti d'ailleurs, donc de mesurer un petit peu l'impact de la crise sanitaire, en tout cas qui a été particulièrement frappant, et à Bruxelles c'est clair et net, donc par rapport aux femmes. Je pense qu'en termes de retour à l'emploi, en termes de perte d'emploi aussi, donc clairement et de mobilisation aussi dans des métiers pas toujours reconnus à leur juste valeur. Donc il y a là véritablement beaucoup de bifurcations et beaucoup de réorientations qui sont en cours et que l'on doit justement accompagner et soutenir. À côté de ça, et donc, c'est un enjeu en soi, hein. Donc, voilà, d'orienter des femmes dorénavant vers d'autres métiers que ceux, parfois, malheureusement, de la santé ou du social dans lesquels elles étaient. Donc, travailler ensemble, oui, bien sûr, donc à décloisonner entre partenaires. Et là, c'est vrai que le comité partenarial, par exemple, au niveau de la Cité des métiers de Bruxelles, pour nous, fonctionne hyper bien. Donc, voilà, on a plusieurs échelles de comités au niveau des partenaires. Donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui fonctionne bien et qui permet de proposer justement de nouvelles actions ensemble, hein, comme disait Gemma. Et au-delà de ça, je pense qu'au niveau européen, évidemment, on a un enjeu majeur à la veille maintenant de tous les dépôts de projets pour aussi promouvoir l'enjeu des cités des métiers en tant que réseau porteur de solutions, donc à un niveau cette fois-ci plus européen, voire international. Voilà les quelques enjeux s'il faut choisir. Et c'est toujours renoncer. Merci beaucoup. On est un tout petit peu hors du temps. Benjamin, vous m'en excuserez. Je donnerai la parole à Gemma et à François. Juste une minute de mot de conclusion. Et puis, on arrive à terme de notre échange. Merci Raphaël. Très brièvement, moi je crois qu'on doit continuer de profiter de ce réseau international pour continuer l'essaimage des bonnes pratiques. On a identifié pendant le Covid que nous avions tous identifié un public précaire, en difficulté, en fracture numérique. Et quoi qu'il arrive, même si on devait repasser en mode confinement, semi-confinement ou que sais-je, effectivement, le digital de proximité, ça veut dire qu'on ne les perd jamais. Même quand on passe sur des prestations en numérique, il faut continuer un accompagnement très, très proche, d'où le DigiPro, hein, le digital de proximité. Ce n'est pas incompatible. Être proche et en numérique à la fois. Merci. Merci. François? Cette fois-ci avec le micro directement. Deux préconisations. La première, plutôt en tant que citoyen et à un niveau, j'allais dire, politique, je pense que la France, dans la perspective de la présidence européenne, pourrait inscrire le droit à l'orientation et à la formation tout au long de la vie dans sa constitution pour donner l'exemple aux autres pays européens. Alors ça, c'est un doux rêve, hein, mais bon. Après, d'un point de vue un peu plus pragmatique et professionnel, je pense que dans le cadre de la présidence française, on pourrait utilement réfléchir en tout cas sur un plan d'investissement dans l'orientation, notamment en direction des plus éloignés de l'emploi et de la formation. C'est-à-dire que on parle de plus en plus, et tant mieux, mais il faut le mettre en œuvre maintenant, de parcours sans couture qui intègrent les étapes d'information sur les métiers, de découverte, d'accompagnement, d'orientation, d'immersion, d'enquête métier, et qui articule donc orientation, formation, jusqu'à l'accompagnement vers l'emploi. Et donc, dans ce cadre-là, je pense qu'un plan d'investissement d'orientation au niveau européen serait une bonne chose pour pouvoir, encore une fois, rendre plus utiles et efficaces les politiques publiques en matière d'emploi et de formation. Merci beaucoup. On arrive au terme de notre échange et c'est vraiment l'occasion de vous remercier très chaleureusement et vivement pour vos contributions. Je serais bien malaisé de faire une synthèse tellement on a quelque part effleuré les sujets et on aurait aimé avoir davantage de temps pour creuser chacune des enjeux qu'on a pu soulever.
Je reprendrai peut-être juste des éléments qui m'ont semblé saillants à travers cette proposition en termes de conclusion. Quelque part, la formation professionnelle, si je vous entends bien, ce n'est pas seulement répondre aux besoins de l'économie en termes de secteur d'attractivité et ou mettre en capacité les personnes à être producteurs dans une économie aujourd'hui mondialisée, mais c'est aussi prendre toute la mesure de la dimension citoyenne de la formation et que la formation, c'est aussi l'épanouissement des personnes et leur capacité à agir dans un cadre social et intervenir sur le champ de la citoyenneté. Donc, je crois qu'on est bien effectivement dans cette reconnaissance par les cités des métiers de la réalité des personnes, de leurs besoins et surtout de leurs aspirations. Voilà, je m'arrêterai là sur ces éléments. Vraiment encore un très très grand merci et puis je crois que encore une fois ce n'est qu'une étape dans un long cheminement. C'est l'occasion là aussi de remercier Olivier Lasvernias encore une fois pour tout l'apport historique et évidemment aujourd'hui, présentement et encore demain évidemment. Très bonne journée à tous, très bonne fin de journée et merci pour cette participation. À très bientôt.